Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface Ervin Laszlo. Ce n'est pas facile de décrire la société mondiale dans sa complexité, en faisant appel à une théorie appropriée. C'est encore plus difficile d'approfondir ladite description au travers d'une profonde reconfiguration conceptuelle des catégories d'observation de la société mondiale. Pour des chercheurs à l'esprit ouvert, ayant l'ambition d'harmoniser dans leur travail non seulement la théorie et la pratique, mais aussi la science et la culture en vue du bien-être de l'humanité, d'aujourd'hui et de demain, ce que l'on propose dans les pages qui suivent correspond à un défi important, car il s'agit d'élaborer un système tout entier de reconfiguration conceptuelle, afin de saisir ces différences qui font la différence dans le développement de la société mondiale. L'approche d'Andrea Pitassi est cohérente, constant et il se caractérise par un degré élevé d'abstraction. Depuis l'année 2000 et dans une perspective systémique, Andrea Pitassi développe un parcours de recherche centré sur la théorie socio-juridique, le paradigme système-environnement, la circulation des capitaux tangibles et intangibles sur Terre, la globalisation en fonction des niveaux d'ouverture et clôture des systèmes juridiques répertoriés. Ceux-ci se trouvent en fait en position de coopération ou bien de concurrence mutuelle, par rapport aux plateformes linguistiques, monétaires, technologiques, etc., enveloppant la planète tout entière et dont Internet représente la meilleure métaphore. Cet ouvrage, que j'ai le plaisir de préfacer, constitue la synthèse opportunément mise à jour d'un parcours d'études systémiques dans le domaine de la sociologie juridique, qui a eu ses antécédents dans les monographies publiées par S. Pitassi entre 2003 et 2010, Universi Paralleli, 2003, Sfide del nostro tempo 2007, un CI Miliardesimo di Humanità, 2008, préface de L. d'Alessandro et postface de L. Rapaport. Teoria Systemica e Complessità Morfogenetica del Capitalismo, 2010, préface de Laszlo. Grâce à sa prévoyance et à sa liberté d'esprit, Andrea Pitassi a développé un réseau de contacts internationaux cohérent avec sa démarche socio-juridique, qui se caractérisent par leur perspective interdisciplinaire comme il convient aux chercheurs systémiques. À partir des liens qu'il a su tisser, Andrea Pitassi a fondé en 2009 la World Complexity Science Academy, www.wcsaglobal.org, une association non lucrative qui encourage la recherche scientifique, systémique et interdisciplinaire. Andrea Pitassi est lui-même le directeur scientifique de cette organisation. La World Complexity Science Academy implique des chercheurs systémiques de haut niveau, tout comme des jeunes chercheurs en provenance de plusieurs pays. Ce projet témoigne des excellentes qualités de connexion et de networking d'Andrea Pitassi. Dans cet ouvrage, son auteur nous présente une synthèse de type systémique en ayant recours à une stratégie évolutive qui nous permet de comprendre de quelle manière la société mondiale se façonne grâce à des systèmes de plus en plus pointus, complexes et indéchiffrables, du moins d'après les schémas excessivement simplistes des idéologies et des dogmatismes qui banalisent toute chose. Voici enfin les thèmes principaux développés dans ce livre. 1. Une description socio-systémique de la société mondiale. 2. La reconfiguration conceptuelle de la société mondiale. 3. Comment élaborer un nouveau système de reconfiguration conceptuelle. 4. Le développement d'une stratégie évolutive pour la société mondiale. Dans leur ensemble, ces 4 niveaux constituent une contribution très importante des sciences systémiques à la compréhension et au développement de la société mondiale, surtout en termes socio-juridiques, et il nous confirme qu'Andrea Pitassi est un chercheur systémique et un analyste réputé au niveau international. Montesquieu, Pisa, le 31 janvier 2011. Prologue, la science systémique et les défis de la société globale. Cet ouvrage commence par un défi qui sera aussi son objectif ultime. Nous savons que le modèle industriel, basé sur les usines, les automobiles et le pétrole, est intenable à moyen et long terme, d'abord pour des raisons écologiques, mais aussi à cause d'une production croissante de biens, dont la valeur ajoutée ou l'innovation sont faibles, qui crée une dynamique inflationniste vouée au collapsus. Cette dynamique est souvent causée par la myopie de celui qui propose des variations en matière de biens et objets déjà inventés, pour augmenter son revenu et ou son consensus à court terme.
Ce modèle de croissance vise à augmenter la production de biens et services sur une grande échelle, mais est dépourvu d'innovation radicale donc, ne marche plus. Nous savons aussi que le passé n'offre aucune solution, pour 2 raisons au moins. Dans l'idyllique monde pré-industriel, quand l'eau était limpide et l'air pur, la durée moyenne de la vie humaine était bien inférieure à la moyenne actuelle, malgré les dégâts et les catastrophismes écologiques, aujourd'hui à la mode dans la rhétorique politique et dans les masses médias, la qualité de la vie est meilleure et sa durée plus longue, grâce au développement industriel. L'économie pré-industrielle, basée presque entièrement sur l'agriculture et caractérisée par des systèmes de culture naturelle, était totalement à la merci des événements. La culture industrielle, par contre, est bien différente et l'agriculture du monde bioéconomique le sera encore plus. L'agriculture pré-industrielle nourrissait moins de la moitié de la population mondiale de l'époque, c'est-à-dire moins d'un 12e de l'actuelle. De plus, avec ses rythmes de travail de 12 heures par jour, y compris les enfants de 6 à 7 ans, la saine et naturelle vie champêtre provoquait des décès par fatigue, dénutrition et bien d'autres tragédies quotidiennes considérées à l'époque comme normales. L'élite bien nourrie n'était pas non plus exempte de fréquents épisodes de famine, sécheresse, épidémies, pestilences, car la médecine pré-industrielle était presque inexistante. C'est seulement avec Semmelweis, vers 1865, quand la révolution industrielle était déjà en marche, que l'on arrête les effets néfastes du paradigme médiéval miasmatique-humoral. Étant donné que la population mondiale actuelle est 12 fois supérieure à celle de la période pré-industrielle, le retour à une époque ancienne, présumée bonne, signifierait condamner à mort à peu près 11/12 de la population mondiale dans un violent décor d'extermination et génocide. Bref, le présent industriel n'est plus praticable et le passé n'offre aucune possibilité de refuge ou solution, bien au contraire. Il revivifie toute une série de tragédies sociales, scientifiques et économiques. Il serait catastrophique de céder à la rhétorique de la décroissance et à la logique des restrictions et de la lenteur, au nom d'un style de vie supposé plus sain et naturel. Beaucoup de disciplines, surtout non systémiques, ont échoué en cherchant à prédire ou prévoir le futur. En particulier, elles se sont enlisées quand elles ont subi le charme des moralismes prophétiques, millénaires et rhétoriques. La théorie systémique que je propose dans ce texte est consciente du fait qu'il faut projeter le futur, inventer in progress, à l'intérieur de modèles et de catégories conceptuelles aussi complexes qu'incomplètes et ouvertes. Cet ouvrage propose comme réponse aux susdits défis 1. Une théorie de la société mondiale, en tant que système complexe, mimétique et sous une nouvelle configuration, connotée par le Code Globus Mundus et par le programme de Nowotny de Scientific Citizenship, que je considère comme une citizenship par top brain workers globaux dans ma sémantique tout simplement global brain. 2. Une stratégie systémique et de reconfiguration pour sortir non seulement de l'impasse d'un présent insoutenable, mais aussi de l'impasse d'un passé irrécupérable. Cela pour commencer à inventer un schéma bioéconomique où nous serons à la fois plus humains, dans le sens de l'expressivité et de la volonté, et plus hyper-humains au niveau d'organisation, c'est-à-dire pour conditions cognitives et physiques. C'est dans un décor bioéconomique global que la fécondation assistée, les OGM, les hypothèses plus ou moins proches de clonage humain et non, la télétransportation, dès la célèbre expérience d'Innsbruck de 1997, les synergies réunissant la génétique, la nanotechnologie, l'informatique et la robotique, ici indiquées comme singularité ring, deviennent des catégories de plus en plus évidentes dans l'organisation sociale, économique et politique au niveau mondial, les familles des apostrophes. Observation et analyse de la sociologie, de l'économie et de la politique, au contraire, semblent encore imbibées de préjugés idéologiques, confessionnels et ou de sens commun. Le politologue, le sociologue, l'anthropologue, l'économiste, le juriste, le philosophe et en général, le scientifique social classique paraissent en plusieurs cas occupés par des questions de tous les jours. Ils deviennent de simples miroirs, parfois déformant des humeurs et des banalités quotidiennes, en se montrant incapables de comprendre, gérer et aborder les grands défis de nos jours. C'est l'âge bioéconomique, dont la singularité ring, les business knowledge intensives et les systèmes juridiques, toujours bigarrés à l'échelle globale, s'alimentent réciproquement en créant un développement rapide et possibiliste par la convergence de la génétique, de la robotique, de l'informatique et des nanotechnologies,
qui a commencé le 26 juin 2000, quand les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni ont communiqué au monde que la carte du génome humain était achevée. Dès cet instant, il est devenu possible de recombiner le savoir biogénétique avec les inventions les plus avancées et séduisantes. Ces recombinaisons ont généré des spin-offs réels que, toutefois, le sens commun considère encore comme de la science-fiction. Cependant, il existe des écoles dans le domaine des sciences sociales qui paraissent sérieusement conscientes de cette faute de perspective. La systémique, par exemple, cherche à élaborer une approche unifiée entre les sciences sociales, au sens classique, et le meilleur des sciences naturelles, pour aboutir à la véritable puissance du présent. Cet ouvrage veut présenter des concepts, des modèles, des plans et des instruments pour comprendre et réinventer, pour son propre usage, l'époque bioéconomique ou hyper-humaine que nous tous, plus ou moins sciemment, nous sommes déjà en train de vivre. Je considère comme fondamentaux la mémétique et le concept de reconfiguration normanien, pour conceptualiser à nouveau le système, surtout social, dans le système constellation reconfiguratif et mémétique, c'est ainsi que je l'appelle, où la culture est interprétée comme un catalogue systématique, dans le sens mertonien du terme et norme, d'après Dennett, concernant tous les mèmes singulièrement analysés et toutes leurs combinaisons, dues à activité néocorticale et ou à ses spin-offs artificiels, pendant un certain temps T et en des conditions tactiques carrément rudimentaires, mais efficaces. Le catalogue varie dans le temps, sans perdre sa structure systémique évolutive, montrant ainsi que la culture a peu à voir avec la tradition, l'histoire, la société, l'identité, les valeurs. Ces dernières ne sont que des formats vides et discursifs de recombinaisons mémétiques opérationnelles. Pour les systèmes fonctionnellement différenciés, économie, sciences et droit, la culture constitue par contre ce que les mathématiques représentent pour la musique. Selon Dennett, un nombre énorme de possibilités de recombinaison et reconfiguration, capables de créer et innover les partitions qui constituent les cartes mémétiques d'une certaine contingence systémique. Une théorie des systèmes reconfiguratifs et mémétiques part d'une carte conceptuelle, dont je cite les sources principales sans être exhaustif, divisée en 4 points cardinaux. Théorie systémique interdisciplinaire épistémologiquement fondateur pour chaque systémique, von Bertalanffy, von Förster, von Glaserfeld, Ford et Lemaire, Maturana et Varela. Théorie systémique sociologique, Parsons Alexander dans sa première période, Luhmann Ledersdorf. Théorie sociologique non systémique mais systémiquement praticable, Donati Archer Alexander de la deuxième période. Théorie systémique non rigoureusement sociologique, mais de très fort impact sur les théories socio-systémiques, Stafford, Beer Laszlo Nowotny. En ce sens, un système est un critère analytique et de design décrit par les caractéristiques suivantes. Autoréférentiel, Luhmann. Autopoétique, Luhmann. Mémétique, Dawkins. Morphogénétique, Archer. Algorithmiquement énorme, libre et en même temps prédéterminé, Dennett. Relationnel. Aux confins de sens mobile entre le système qui observe et le système qui est observé, les deux autoréférentiels mais toutefois en relation dans le sens de Donati. Évolutif, Ford Lemaire, Laszlo, par la directrice fonctionnelle variété sélectivité stabilisation, Darwin Luhmann. Complexe, donc intrinsèquement incomplet, dans le sens de Luhmann et von Förster, c'est-à-dire possibiliste par surplus de variété. Contre-intuitif, Alexander. Reconfiguratif, Norman. Praticable, von Glasersfeld. Vital, Beer. Méta-réflexif, Archer, en tant que méta-observateur, Luhmann, von Förster. Cyclique, Rogers, Schumpeter. Orienté vers les modalités de V égale RW. On expliquera ensuite ce modèle. Inventif car capable de fournir des modèles benchmark abstraits, von Förster. Favorisant la valeur d'une époque, Heidegger. Singulier selon Kurzweil. Virtuel selon Norman. Faible selon Weck. Kugel, c'est-à-dire assemblé de façon inélégante, rudimentaire mais efficace, Gare Marcus. Ouvert en tant que fermé, fermé en tant qu'ouvert, Luhmann. Opératif de façon sélective par un code globus, relationnel, Mundus mémétique. Intrinsèquement artificiel von Neumann, Chétin et néocortical MacLean, en tant que mémétique Dawkins. Capable d'évoluer à travers le sens, Luhmann, qui est un processus autocréatif de recombinaison, reconfiguration mémétique. Dépourvu de limites,
mais riche en sauts évolutifs par bifurcation. Laszlo, à propos des différences qui marquent vraiment la différence, Luhmann, caractérisé par une position dynamique de genre ontique, mais sans prétention ontique et hautement réversible. Autonome car s'auto-réglant dans ses processus d'observation de variété, sélection, stabilisation, Kaufmann-Luhmann. Les Reconfigurating Systems ont à gérer les 5 sauts évolutifs suivants pour faire face, d'une manière adéquate, aux défis qui représentent l'motif de ce texte. 1. Globaliser la connaissance scientifique. 2. Développer des plateformes technico-scientifiques, sur lesquelles faire tourner des mèmes interdisciplinaires, à recombiner dans les meilleures conditions évolutives de V égale RW. 3. Développer une méthodologie interdisciplinaire unifiée, par équivalence fonctionnelle. 4. Gérer la complexité de la connaissance en tant que richesse, biologie, et non pas comme difficulté mathématique. 5. Créer une mathématique adéquate, embodied des équivalents fonctionnels. Ayant métabolisé les précédents systémiques, de Parsons à Luhmann, seulement une systémique aussi complexe peut gérer les situations actuelles. Des situations ponctuant la visibilité de plus en plus évidente de la reproductibilité artificielle de l'être humain, alors qu'il devient crucial de développer la connaissance en tant qu'action stratégique et pertinence modale, Nowotny Testa, 2009. Ce livre part de ces 5 sauts évolutifs, avec l'espoir de constituer une contribution, même s'il s'agit seulement d'une goutte dans l'océan, vers une science systémique pour le développement socio-économique de la société mondiale. Ce texte voudrait, finalement, contribuer à une analyse sociologique systémique du monde actuel et des prochains probables contextes globaux. L'exigence de cette contribution surgit du brouillard au sein duquel se débat une grande partie de la sociologie internationale, aujourd'hui encore, et cela suite au fait d'avoir emprunté un des 3 chemins qui conduisent à l'implosion de l'analyse sociologique. 1. Le chemin post. Des théories qui proposent des analyses de situations post, telles que les post-humains Fukuyama, post-séculaires, post-modernes, Lyotard Jameson Ardigo Azuma, post-industriel Bell. Ce chemin tombe dans le piège de l'accomplissement, Volendum d'une époque sans savoir comment se tourner, Kerr, vers un nouveau monde. Au même moment, la théorie et l'analyse empirique s'enfoncent souvent dans une description ennuyeuse et bureaucratique de l'existence vue en comparaison diachronique pré-post et donc, à un niveau de complexité dérisoire et myope. 2. Le chemin anti. Des théories prisonnières de l'obsolète vision dialectique de l'histoire, s'arrêtant à un niveau d'abstraction bien inférieur en rapport aux théories post, et générant souvent, des contributions idéologiques et passionnées qui ne sont pas théorico-scientifiques. En ce sens, les pages anticapitalistes de Zizek sont emblématiques. 3. Le chemin sans adjectif, ou faible. Des parcours où la conceptualisation théorique, la description empirique et la prescription idéologico-normative se mélangent, sans donner naissance ni à une description raffinée de la complexité sociale, ni à une conception évolutive et d'un projet d'ordre stratégique, ni à un saut de paradigme. Un exemple parmi d'autres est la sociologie faible de Giddens. Les susdits courants sociologiques sont incapables d'offrir un métacode généralisé, symbolique et métaphorique, de la relation théorie-analyse-policy. Par contre, la sociologie contemporaine a offert ces 20 dernières années 3 théorisations positives, c'est-à-dire douées du susdit métacode. 1. La théorie systémique de la société-monde de Luhmann. 2. La théorie de la Risikogesellschaft de Beck, et vide spin-off de la pensée de Luhmann. 3. La théorie relationnelle de la société de l'homme, de Pier Paolo Donati qui, avec beaucoup de clairvoyance, dans les années 80 déjà, dénonçait l'incapacité de la théorie sociologique d'élaborer un métacode. Le fait que la théorie relationnelle a évolué dans le temps, à travers une constructive dialectique avec la systémique de Luhmann, montre que le vrai saut évolutif de la théorie sociologique est une perspective systémico-relationnelle, avec une toute autre acception par rapport à celle utilisée dans le domaine psychiatrique et psychologique, à partir des études de Mara Cellini-Palazzoli. Cette perspective est en mesure de conjuguer la société de l'humain et le système social, à travers un métacode, de plus en plus abstrait que dans cet ouvrage, j'ai décidé de nommer formellement monde hyperhumain.
Avant de terminer ce prologue, je considère opportune une clarification sémantique. Dans ce texte, j'emploie l'expression « économie et société de la connaissance » pour indiquer l'époque actuelle où la connaissance scientifique, radicalement innovatrice et révolutionnaire à la CUN, génère des constellations de sens qui fournissent un avantage compétitif authentique aux organisations complexes et évolutives. Par l'expression bioéconomie, j'indique le domaine consensuel interdisciplinaire où l'on incube la convergence, singularité, de la génétique, de la robotique, de l'informatique et des nanotechnologies, RING. Par l'expression monde hyperhumain, je désigne l'époque que nous sommes en train d'explorer depuis une décennie et qui pousse l'humain vers ses potentialités maximales en élaborant et recombinant tout simplement ses informations génétiques, sans altérer par l'introduction de prothèses artificielles, la génétique humaine. Par l'expression horizon post-humain, je définis le processus évolutif qui a débuté quand l'homme s'est habillé pour la première fois avec des habits qu'il avait lui-même préparés et non pas repérés dans la nature. Ce processus s'est poursuivi avec le développement de prothèses artificielles de plus en plus invasives. Lunettes, pontage coronaire, stimulateurs cardiaques. Il a créé l'idée que l'homme est une identité qui évolue artificiellement par assemblage et réassemblage. Finalement, par l'expression capitalisme académique, à travers une lecture critique de Munch, 2008-2009, je souligne l'esprit à la Montesquieu qui inspira le développement socio-économique knowledge intensive, configuré en constellation systémique. Bologne, le 1er décembre 2010. Chapitre 1, le contexte du TURBOCAPITALISME, bioéconomie. 1.1. Turbo-capitalisme versus économie de la lenteur. Ayant à la main les données du développement économico-social, quiconque peut remarquer que le turbo-capitalisme global domine les contextes mondiaux, du Botswana au Brésil, de l'Inde à l'Afrique du Sud, de la Russie à Panama, de la Chine à l'Ukraine, de l'Espagne à l'Indonésie, etc. Les vaincus du champ de bataille de l'histoire sont sous les yeux de tous. Le corporatisme social de droite, le communisme, les absolutismes royaux de différentes origines, la féodalité, la social-démocratie grisonnée par les excès du welfare que Michel Foucault et bien des autres experts ont combattu dès les années 70 du XXe siècle. Les fanatismes religieux de multiples natures. Le djihad est une sorte de marketing très agressif pour continuer à imposer une économie basée exclusivement sur le pétrole. Et enfin, les nostalgies naïves ou de mauvaise foi d'un monde passé qui heureusement est de plus en plus lointain. Quand le ciel était limpide, l'eau pure et la vie quotidienne se déroulaient lente et habitudinaire, dans de petits centres, en compagnie de visages connus dès l'enfance, on mourait, souvent pauvre à 27 ans. Aujourd'hui, dans l'économie technologique et globale, sous un ciel pollué et des pluies acides, on meurt, assez souvent aisé, à 80 ans environ. On doit combattre la pollution, les maladies, les crises économiques de façon stratégique, courageuse, tenace et pragmatique, tout en sachant que les défis du présent ne trouveront aucune réponse adéquate dans le passé. On peut gagner les batailles du présent, mais seulement en franchissant à toute vitesse les frontières les plus extrêmes du futur, grâce à une élite globale, de Chicago à Munich, de Londres à Singapour, qui se bat sur les fronts de la science et de l'économie, pour la qualité de la vie de tous, même lorsque l'opinion publique semble fléchir face à la peur mesquine de ce qu'elle ne connaît pas et donc, ne peut comprendre. Le combat en cours a pour objectif de rendre encore plus rapide le développement économique et social pour un nombre croissant de gens sur notre planète, puisqu'un monde lent et en décroissance serait un retour à l'ère de la barbarie des cavernes. Cet objectif réclame des réponses adéquates et d'un pragmatisme stratégique, à deux grandes questions. Comment peut-on rendre de plus en plus avantageux, rapide et précis l'engagement pour sauvegarder l'environnement, tout en augmentant le développement socio-économique? On pourrait envisager un capitalisme capable d'investir rapidement, et de façon profitable, sur des innovations radicales de plus en plus propres. Comment peut-on prolonger la durée de la vie des êtres humains, et améliorer sa qualité? Probablement en misant sur l'innovation d'organisation et technologique de frontières, là où ce qui compte n'est pas la survie, mais une vie meilleure. Les réponses à ces deux questions sont certes bien plus articulées. Répondre de façon pragmatique signifie prôner une inversion de tendance pour ne pas risquer de vivre, dans quelques décennies,
comme dans les régions les plus pauvres de l'Afrique au siècle passé. Un dicton chinois soutient que quand les vents du changement soufflent, certains construisent des édifices, d'autres bâtissent des moulins. Personnellement, je considère mon travail de chercheur comme celui du constructeur de moulins, car je suis conscient que nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes possibles, mais plutôt dans un monde riche en possibilités meilleures, comme enseignait Niklas Luhmann. La complexité du monde lance de grands défis et offre d'énormes opportunités. À la science comme à l'humanité entière, et selon nos connaissances scientifiques actuelles, le chemin vers un monde meilleur ne coïncide ni avec l'élimination des alternatives possibles ni avec la clôture des forteresses de la vie quotidienne. Stuart Kauffman l'écrit clairement dans son merveilleux ouvrage Explorations évolutives 2005/100. Quand la vie et les agents autonomes NDA commença, la diversité était faible. Maintenant, au contraire, il existe environ 100 millions d'espèces, représentant peut-être 1/1000 de la diversité totale qui a vagué sur notre planète. Le restant s'est éteint. Les jeux naturels, les manières pour survivre ont bien sûr évolué avec les agents autonomes et les espèces, en créant les modalités mêmes pour la survie. Les jeux naturels gagnants sont les jeux joués par les gagnants. Les jeux gagnants doivent être des jeux facilement explorés par les pratiques de recherche effectivement adaptatives, employées par les agents autonomes mêmes qui évoluent ensemble. Les manières de se gagner la vie qui ne sont pas explorables avec succès par la mutation et la recombinaison ne fourniront pas de nouvelles niches à beaucoup d'espèces sœurs. 1.2. Les élites du futur. Il y a plusieurs années, dans son texte La rébellion des élites, avec une remarquable finesse critique, Lasch écrivait : Les Américains sont bien moins confiants aujourd'hui dans le futur qu'ils ne l'étaient dans le passé, et avec raison. On assiste au déclin de l'entreprise manufacturière et à la perte consécutive d'emplois, à la contraction de la classe moyenne, à l'augmentation de la pauvreté, à l'essor des taux de criminalité, aux nouvelles dimensions du trafic de la drogue, à la dégradation des villes. Personne ne dispose d'une solution plausible à ces horribles problèmes et, sauf en de rares exceptions, le soi-disant débat politique ne les aborde même pas. On combat de fières batailles idéologiques sur des questions tout à fait marginales. Les élites qui définissent justement les sujets du débat public ont perdu le contact avec les gens normaux. Le caractère irréel, artificiel, de notre politique réfléchit sur leur isolement par rapport à la vie commune et leur secrète conviction que ces problèmes sont insolubles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.